Nous avons moins d'énergie pour alimenter nos sociétés, le PIB tourne moins, nous avons donc un problème économique. Il faut le résoudre, sinon nous avons des demandes économiques en tant que citoyens, nos retraites, nos avantages sociaux, nos salaires, tout ça est connecté à l'énergie qui traverse nos sociétés. Imaginons que des financiers investissent dans les énergies renouvelables parce qu'on leur dit que ça va se substituer au pétrole et que ça va pouvoir résoudre le climat. Ce qui se passe, c'est que ça génère un petit modèle économique, un moyen de richesse pour eux et pour les industriels qui fabriquent les panneaux solaires et l'éolien. Comment le système économique va-t-il exploiter cette richesse supplémentaire? Est-ce que vous pensez qu'on va moins exploiter les hydrocarbures ou est-ce qu'on va se servir de cette richesse pour maintenir aussi longtemps que possible le fonctionnement de nos économies? Puisque nous, en tant que citoyens, quand nous votons pour avoir nos 2% de croissance supplémentaire. D'accord? Donc les politiques, les industriels, ils ont envie de répondre à ces 2% de croissance supplémentaire. Alors, est-ce que vous pensez que le système va mettre en place des systèmes énergétiques qui vont se substituer, remplacer, ou est-ce qu'ils vont se servir? Ou est-ce que le système économique va se servir de la richesse apportée par les panneaux solaires et le photovoltaïque et le nucléaire également, simplement pour maintenir notre économie déjà défaillante? C'est ça la question. L'hypothèse du renforcement synergique des énergies, pour moi, c'est dire que potentiellement, quand on développe des énergies de substitution, la richesse ou la dette spéculative qui est générée par ces énergies de substitution n'est pas du tout utilisée pour réduire notre activité économique, évidemment, mais plutôt pour la maintenir et nous aider à lutter contre la loi physique de l'extraction des hydrocarbures. J'avais dit que je vous donnerais des mauvaises nouvelles ce soir, j'en ai plein. L'inertie climatique, c'est le temps que met l'atmosphère à réagir à une quantité X d'ajout de CO2. D'accord ? On peut se dire, ben voilà, on démarre sa voiture, ça émet quelques centaines de grammes de CO2 dans l'atmosphère, et ben tout de suite il fait plus chaud en fonction de ce volume de CO2 ajouté. Ben en fait, pas du tout. Et c'est très long. Le temps que l'atmosphère met à réagir à un ajout de CO2 s'étend sur, en moyenne, enfin, sur l'estimation qui tourne autour de 40 ans. D'accord ? 40 ans, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les efforts qu'on fait aujourd'hui pour réduire, alors les efforts éventuels que nous ferions aujourd'hui pour réduire nos émissions de CO2, que nous ne faisons pas, auraient un effet après 2050. Ça veut dire que le climat de 2050, si nous arrêtons immédiatement toutes nos émissions de CO2, il est déjà impacté physiquement. C'est structurel, l'atmosphère. C'est sa vitesse de réaction naturelle. C'est au-delà de toute capacité d'influence pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Ça veut dire que le climat détérioré que nous observons aujourd'hui, il est l'effet des émissions de CO2 des années 70-80 à peu près. Ça veut dire que émotionnellement et scientifiquement, nous constatons, nous mesurons quelque chose qui a été provoqué par un événement ou un ensemble d'événements qui a eu lieu il y a très longtemps, sur lesquels nous n'avons plus aucune influence, c'est le passé. Et l'influence que nous avons aujourd'hui, qui est réelle, hein, nous pouvons arrêter si nous le voulons, je ne suis pas sûr que nous le voulions vraiment, mais nous pouvons arrêter d'émettre du CO2, ça n'aura d'effet sur le climat que dans 40 ans. Il y a un décalage émotionnel et psychologique entre ce qu'on fait et la réalité qui est de 80 ans. Nous mesurons des choses qui ont 40 ans d'âge, ce que nous faisons aura un effet dans 40 ans, ça fait un décalage de 80 ans.